Il y a un pays où les gens se lancent des bousses de vache pour avoir de la chance, où des millions de personnes dorment sous des ponts ou dans les ordures, tandis que d'autres amassent plus d'or que des pays entiers ou vivent dans des gratte-ciel avec des centaines de domestiques. Tout ça se passe au même endroit, l'Inde, le pays le plus peuplé de la Terre, une nation avec des milliers de dieux, des castes qui déterminent qui vous êtes dès votre naissance, des métiers aussi bizarres que contrôleur de crachats ou gardien de vaches, et des sociétés où une femme peut avoir plusieurs maris. Préparez-vous à découvrir l'un des pays les plus extrêmes de la planète, dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure. C'est parti! En Asie du Sud, il y a un territoire qui défie toute logique simple. Un pays où le passé cohabite avec le présent sans ordre apparent, où des millions de personnes partagent le même espace et où chaque coin de rue peut complètement changer ta façon de voir le monde. Un endroit poussé à l'extrême dans tous ses contrastes. Le pays le plus peuplé de la planète, le plus spirituel, le plus chaotique, le plus contradictoire. C'est l'Inde. Et vous n'avez encore rien vu. Voyager ici, ce n'est pas du tourisme. C'est une immersion. Ces villes fonctionnent comme des organismes vivants, des rues qui ne se reposent jamais, des marchés débordant d'activités et une marée humaine qui bouge sans cesse, comme si le temps avançait à une autre vitesse. Les fêtes les plus extrêmes, les parcs d'attractions les plus insolites, les traditions qui brisent tous les schémas, tout ça et bien plus encore, associé à la richesse la plus démesurée et à la pauvreté la plus crue. Ça se reflète même dans quelque chose d'aussi quotidien que la nourriture. Une nourriture souvent vendue dans la rue, rapide, bon marché, conçue pour nourrir des millions de personnes chaque jour, dans des conditions absurdes. Regarde-la attentivement, parce que ces cheveux que tu vois là ne sont pas là par hasard. D'où pensez-vous qu'ils viennent? Et restez jusqu'à la fin, car la réponse explique bien mieux ce pays que vous ne l'imaginez. L'Inde est située en Asie du Sud et occupe un immense territoire qui relie des cultures, des religions et des paysages très différents. Mais sa véritable frontière n'est pas géographique, mais humaine, en raison du nombre immense de personnes qui habitent chaque recoin de ce pays. Car plus de gens vivent ici que dans n'importe quel autre pays de la planète. Et cette réalité conditionne tout. Les infrastructures, la circulation, le logement, le travail et surtout, la façon dont on vit au quotidien. Quand autant de personnes partagent le même espace, le confort n'est plus une priorité. Voyager peut être épuisant. Se déplacer demande de la patience et trouver le silence devient souvent un luxe. Non pas parce que la richesse fait défaut, mais parce que, comme vous le verrez, elle est très mal répartie. Et parce que gérer des milliards de personnes est une tâche presque impossible. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, imaginez tous les habitants de l'Inde formant une seule file, se tenant la main. Cette file ferait plus de 35 fois le tour de la Terre. Mais le plus inquiétant n'est pas leur nombre, mais le fait qu'ils sont chaque jour plus nombreux. En effet, en Inde, un bébé naît toutes les 2 secondes. Chaque mois, plus d'1,5 million de personnes viennent s'ajouter à la population du pays, soit l'équivalent d'une ville européenne entière comme Barcelone ou Munich. Et ce qui est vraiment inquiétant, ce n'est pas combien naissent, mais où ils finissent par vivre. Parce que tous n'auront pas un foyer qui les attend. Parce que quand autant de personnes partagent le même espace, ça se transforme en villes saturées, en services saturés et en ressources à la limite. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans quelques minutes. Quand la pression est si forte, des réalités difficiles à comprendre de l'extérieur apparaissent. Des situations que nous allons maintenant découvrir et qui, pour le visiteur, sont extrêmes, voire choquantes, mais qui, pour des millions de personnes, font partie de la normalité la plus absolue. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il ne suffit pas d'observer le présent. Il faut regarder en arrière, voyager dans le passé et comprendre quelles forces ont façonné cette terre et ses habitants pendant des générations. L'Inde n'est pas seulement un pays ancien, c'est l'une des plus anciennes civilisations de la planète. Pendant des siècles, c'était un territoire fragmenté et profondément agricole, où les familles nombreuses n'étaient pas un choix culturel, mais une nécessité pour survivre, travailler la terre et assurer l'avenir. À cette réalité sociale s'est ajoutée une période qui a profondément marqué le pays, la colonisation britannique. Pendant des décennies,
L'Inde a été administrée de l'extérieur et réorganisée en fonction d'intérêts qui ne correspondaient pas toujours aux besoins de la population locale. De nombreuses infrastructures ont été conçues pour faciliter l'extraction des ressources, plutôt que pour équilibrer le bien-être interne du pays. Cette période a laissé une empreinte encore visible aujourd'hui. La langue anglaise, par exemple, reste l'une des principales langues du pays. Un héritage qui a permis à l'Inde de se connecter au monde globalisé, mais qui n'a pas suffi à compenser les profondes inégalités qui existent à l'intérieur du pays. L'indépendance de l'Inde ne s'est pas faite comme beaucoup l'imaginent. Ce n'était pas une guerre classique, ni une série de grandes batailles. Pendant des années, au lieu de prendre les armes, des milliers de personnes se sont assises par terre, en silence, pour méditer sur les places et dans les rues, bloquant la vie quotidienne et se rebellant sans lever le petit doigt. Vu de l'extérieur, c'était déconcertant. Un empire armé face à des foules qui marchaient à pieds nus, jeûnaient, priaient et refusaient d'obéir. Et c'était quelque chose que le pouvoir en place ne savait pas comment gérer. Cette forme de résistance pacifique a été menée par des figures telles que Mahatma Gandhi et a fini par placer le gouvernement colonial dans une situation inédite. Il n'y avait pas d'ennemi clair à vaincre, ni de violence à justifier. Avec le temps, cette pression silencieuse s'est avérée plus difficile à supporter que n'importe quel conflit armé. Parce qu'un seul camp frappait, tandis que l'autre résistait sans riposter. Et ainsi, petit à petit, la domination britannique a fini par s'effondrer. Mais comme tu le verras, cette indépendance n'a pas résolu le vrai problème du pays. Si tu ne connaissais pas cette façon de vaincre un empire sans prendre les armes, like et dis-nous, depuis quel pays nous regardes-tu? Écris-le et on te dira combien d'habitants aurait ton pays s'il avait la densité de population de l'Inde. Quand les drapeaux ont changé et que le pays s'est mis à se gouverner lui-même, beaucoup des problèmes accumulés pendant des siècles étaient toujours là. La liberté politique est arrivée, mais les inégalités, la pauvreté et les tensions sociales n'ont pas disparu du jour au lendemain. La croissance démographique a continué, poussée par les traditions, le manque de systèmes de protection et une réalité où avoir des enfants restait, pour beaucoup, un moyen d'assurer des soins et une subsistance pour l'avenir. Tout ça a contribué à faire de l'Inde le pays le plus surpeuplé du monde et à créer des réalités difficiles à imaginer de l'extérieur, comme les communautés où une femme peut épouser plusieurs hommes de la même famille, une pratique que nous découvrirons plus tard et qui n'est pas le fruit d'un caprice, mais d'une nécessité. Ce contexte historique aide à comprendre le choc culturel que beaucoup ressentent en arrivant ici. Car l'histoire, la religion et la société sont profondément liées en Inde. Ici, la religion n'est pas quelque chose qui se pratique uniquement à des moments précis. Elle est présente dans la rue, au travail, dans les décisions quotidiennes et dans la façon dont les gens interagissent entre eux. En Inde, il y a des milliers de dieux. Chacun représente quelque chose de très précis. Si on manque d'argent, on prie Lakshmi, la déesse de la prospérité. En cas de peur ou de danger, beaucoup invoquent Hanuman, symbole de force et de protection. Si le problème c'est l'amour, il y a aussi des dieux pour ça. Ici, la religion fonctionne presque comme un univers Marvel. Chaque divinité a son histoire, son pouvoir et sa fonction. Et si un dieu ne répond pas, on se tourne vers un autre. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la survie. Dans un pays où presque rien n'est sous contrôle, les dieux offrent quelque chose d'essentiel. Le sentiment que quelqu'un écoute, ne serait-ce que pour demander la force de continuer un jour de plus. Surtout quand la place que l'on occupe dans le monde peut être déterminée par sa caste dès le jour de sa naissance. Beaucoup de ces dieux sont aussi des animaux. Il n'est donc pas rare de trouver des vaches, des singes, et même des rats vivant où bon leur semble, et occupant même certains des plus grands temples de l'Inde. L'un des exemples les plus célèbres est le temple Karni Mata, au Rajasthan, connu sous le nom de temple des rats, où des milliers de ces petits mammifères sont adorés et soignés par les fidèles qui croient qu'ils apportent chance et bénédiction. Cette vénération particulière envers les animaux n'est ni anecdotique ni folklorique. En Inde, les vaches, les singes et d'autres espèces considérées comme sacrées font partie du paysage quotidien, influençant non seulement le mode de vie, mais aussi les fêtes, les traditions et, comme nous le verrons plus tard,
même les professions. Les vaches se baladent librement dans les rues, s'arrêtent au milieu de la circulation et entrent dans les marchés ou les gares sans que personne ne s'en étonne. Elles ne sont pas un obstacle, elles sont une présence respectée. Pour des millions de personnes, tout ce qui vient d'une vache est sacré. Pas seulement son lait, son urine aussi. Et oui, ses excréments aussi. Parmi les nombreuses fêtes célébrées dans le pays, il y en a une qui déconcerte souvent ceux qui la voient pour la première fois. Une fête où hommes, femmes et enfants se réunissent pour se jeter des excréments de vache, se couvrant tout le corps tout en riant, en faisant la fête et en participant à un rituel qui, loin d'être une blague, a une profonde signification spirituelle. Cette célébration est communément appelée le Festival de la boue ou Mud Festival. Pendant l'événement, des tonnes de bouse de vache mélangées à de l'eau et à d'autres éléments naturels sont utilisés pour créer une sorte de boue épaisse qui est répartie entre les participants. Il n'y a aucune distinction d'âge ou de sexe. Les hommes, les femmes et les enfants peuvent prendre part au rituel, une fête également connue, de manière directe et populaire, sous le nom de fête du caca. La raison de cette fête n'a rien à voir avec le spectacle, mais avec la croyance selon laquelle les excréments ont des propriétés purificatrices et protectrices. Mais il y a un truc que presque personne ne dit à propos de cette fête et qui est lié au système des castes qu'on verra plus tard. Pour ceux qui y participent, se couvrir le corps de ce mélange symbolise la purification spirituelle, la chance et la protection contre les maladies et les mauvaises énergies. C'est pourquoi les participants se le lancent joyeusement les uns sur les autres. Vu de l'extérieur, ça peut paraître choquant, voire incompréhensible. Mais dans ce système de croyance, la vache est un animal sacré dans son intégralité. Rien en elle n'est impur. Tout fait partie d'un cycle naturel qui relie l'être humain à la terre, à la fertilité et à la vie. À ce stade, la question est inévitable. Seriez-vous capable de participer à cette fête? Et si oui, qui aimeriez-vous barbouiller de cette boue? Même si ça peut paraître bizarre, ce n'est pas la seule fête extrême qui existe en Inde. Ici, on célèbre des événements où des villes entières sont recouvertes de poudre colorée, d'autres où les gens forment des tours humaines en grimpant les uns sur les autres, et des rituels où des millions de personnes se rassemblent en même temps au même endroit, animés par la foi. L'exemple le plus connu est le Kumbh Mela, considéré comme le plus grand rassemblement humain de la planète. Une rencontre religieuse qui rassemble des millions de personnes pour se baigner dans des rivières sacrées, souvent sans vêtements, dans la croyance que cela purifie l'âme. Tout ça renforce une idée qui revient sans cesse quand on voyage en Inde. C'est un pays où le sacré et l'extrême coexistent sans conflit, où ce qui est de la folie pour certains est pour d'autres une façon légitime de vivre et de comprendre le monde. Et le plus surprenant, c'est que malgré tout ça, voyager dans ce pays peut coûter moins cher que passer un week-end en Europe. Mais vous comprendrez ça à la fin de ce voyage. De ce mélange si particulier de religion, de tradition et de pression sociale, sont nées des professions qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Mais pour comprendre pourquoi quelqu'un finit par faire un métier plutôt qu'un autre en Inde, il faut d'abord s'arrêter sur un point fondamental, le système des castes. Car ici, dans de nombreux cas, vous ne choisissez pas votre métier. Ce chemin peut être tracé dès le jour de votre naissance. Pendant des siècles, ce système a divisé la population en grands groupes sociaux qui, à l'origine, étaient liés au travail, aux connaissances et au rôle que chaque personne jouait au sein de la communauté. Avec le temps, cette division a cessé d'être une façon de s'organiser pour devenir une hiérarchie rigide, transmise de génération en génération. Au sommet du système se trouvaient les brahmanes, associés à la connaissance et à la religion. En dessous se trouvaient les kshatriyas, liés au pouvoir, à la guerre et au gouvernement. Venaient ensuite les vaishyas, qui se consacraient au commerce et à l'accumulation de richesses. À la base se trouvaient les shudras, chargés des travaux manuels et des services, considérés comme les moins purs de l'ordre social. Mais tout le monde n'appartient pas à une caste. Certains sont en dessous de toutes les castes. Ce sont les intouchables. Et ce que cela signifie d'être l'un d'entre eux est difficile à imaginer. Dans ce pays, même le nom de famille peut révéler votre origine sociale. Celui de Mahatma Gandhi, par exemple, était lié au commerce. Il n'appartenait pas à l'élite religieuse.
mais pas non plus aux plus marginalisés. À l'opposé du système se trouvaient ceux qui n'appartenaient à aucune caste reconnue. Des personnes connues depuis des siècles sous le nom de « intouchables ». Non pas parce qu'elles étaient invisibles, mais parce que tout contact physique avec elles était considéré comme impur. Ces groupes se voyaient attribuer les travaux que personne d'autre ne voulait faire. Nettoyer les excréments, manipuler les cadavres, vider les latrines ou effectuer des tâches considérées comme dégradantes. Pendant des générations, leur destin était scellé dès le premier jour de leur vie. Et le plus dur, ce n'est pas ça. Cette discrimination atteignait des extrêmes difficiles à imaginer. Pendant des siècles, les intouchables ne pouvaient pas toucher l'eau du même puits. Ils ne pouvaient pas marcher dans les mêmes rues. Même leur ombre ne devait pas effleurer quelqu'un d'une caste supérieure. Même si aujourd'hui la loi interdit la discrimination fondée sur la caste, son empreinte reste présente dans la vie quotidienne de millions de personnes. Surtout dans les boulots que personne ne veut faire et qui, encore aujourd'hui, leur reviennent souvent. Si tu veux continuer à explorer ces réalités sans filtre, abonne-toi dès maintenant à Monde sans censure. Ce n'est que le début. Un exemple particulièrement frappant se trouve à Varanasi, considérée par les hindous comme la ville la plus sacrée du monde. C'est aussi l'une des plus anciennes villes habitées de la planète, avec plus de 3000 ans d'histoire continue. Ces Ghats, les escaliers qui descendent vers le Gange, brûlent jour et nuit avec des bûchers funéraires qui ne s'éteignent jamais. Ici, la mort ne se cache pas. Elle fait partie du paysage. Sur ces rives sacrées, les intouchables ont toujours été chargés de garder le bois et de faire les rituels de crémation. Ce sont eux qui entretiennent le feu qui, selon la croyance, libère l'âme de son enveloppe physique. Pour les hindous, la mort n'est pas une fin, mais une transition. Après la crémation, les cendres sont jetées dans le fleuve avec la conviction que ce geste permet de clore le cycle des réincarnations. Mourir ici ou être incinéré sur ces marches a une signification profonde. Pour de nombreux croyants, cela signifie ne plus renaître. Et des millions de personnes rêvent de le faire. C'est la libération définitive du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Une promesse spirituelle si puissante qu'elle fait de cette ville la destination finale de millions de personnes. Et pourtant, ce sont ceux qui, pendant des siècles, ont été considérés comme impurs qui rendent possible ce dernier rituel sacré. Un paradoxe qui résume mieux que tout autre la relation entre religion, caste et inégalité dans ce pays. Car ici, même la mort et la manière de l'atteindre ont été marqués pendant des siècles par la place que l'on occupe dans la société. Et c'est là qu'apparaît l'une des grandes contradictions du pays. Car tandis que certains n'ont rien, d'autres ont tout. Alors que des millions de personnes restent prisonnières d'une réalité héritée de la misère la plus absolue, l'Inde est en même temps l'un des pays les plus riches du monde dans l'ombre. Riche en ressources, en or, en connaissances et en pouvoir économique. Mais pas de manière visible et très mal répartie. Ce système de caste n'a pas seulement défini qui nettoie les rues ou qui travaille de ses mains. Il a aussi influencé qui contrôle l'argent, la terre et les opportunités. Une réalité qui est directement liée à l'énorme inégalité que nous verrons plus tard. Quand on parle de métiers bizarres, de pauvreté extrême ou de richesse obscène, rien n'arrive par hasard. Tout est lié à ce vieux système qui continue de marquer le présent et qui aide à comprendre pourquoi il y a en Inde des boulots qu'on ne verrait nulle part ailleurs dans le monde. L'un des plus frappants est celui de détective matrimonial. Dans un pays où les mariages arrangés sont encore courants et où l'honneur familial a un poids énorme, de nombreuses familles engagent ces détectives pour enquêter sur le passé sentimental des futurs époux ou épouses. Leur boulot, c'est de découvrir les infidélités ou les secrets qui pourraient ruiner un mariage. On estime qu'il y a plus de 15 000 détectives matrimoniaux actifs dans le pays. Un chiffre qui en dit long sur la pression sociale et l'importance accordée à la réputation et à la pureté au sein du mariage. Mais si cette profession est curieuse, il en existe une autre qui pousse la logique du contrôle à un niveau encore plus extrême. Dans des villes comme Bombay, on a vu apparaître la figure de l'inspecteur des crachats. Tout ça est lié au fait que c'est l'un des pays les plus peuplés et, dans de nombreuses régions, l'un des plus sales. L'une des raisons est la consommation massive de paan, une préparation à base de feuilles de bétel et de noix d'arec.
parfois mélangé à du tabac. Ce pain se mâche mais ne se avale pas. Et comme il n'est pas avalé, cette salive rougeâtre finit par être crachée dans les rues, sur les murs et les bâtiments des villages et des villes. Pour lutter contre ce problème, les autorités ont mis en place des inspecteurs chargés de surveiller et de verbaliser ceux qui crachent dans les espaces publics. Ces inspecteurs se fondent généralement dans la foule et agissent par surprise, transformant le simple fait de cracher en une infraction surveillée. C'est pourquoi il est courant de trouver des panneaux « Ne pas cracher » dans les taxis, les rickshaws, sur les façades et dans les transports publics. Un détail qui peut sembler anecdotique, mais qui montre à quel point la vie quotidienne ici nécessite des solutions constantes, parfois improvisées, à des problèmes de grande ampleur. Mais l'inventivité indienne ne s'arrête pas là. Dans un pays où la vie est compliquée, il y a toujours quelqu'un prêt à offrir n'importe quel service, aussi étrange soit-il. Si votre parapluie se casse, quelqu'un le réparera sur le trottoir. Si vous avez besoin d'une coupe de cheveux, vous la trouverez au milieu de la rue. Si vous avez mal quelque part, quelqu'un essaiera de vous remettre les os en place sur place. Il y a des nettoyeurs d'oreilles ambulants, des personnes qui éliminent les corps et les oignons sans instruments médicaux, et des guérisseurs improvisés qui font partie du paysage urbain. Tout cela découle du même besoin: s'adapter à un environnement où rien n'est simple et où chaque problème génère sa propre solution. Comme tu peux le constater, l'Inde est probablement l'un des pays les plus étranges au monde, pas seulement à cause de sa culture ou de sa religion, mais aussi à cause de la façon dont elle a appris à survivre. Un endroit où le merveilleux et l'inquiétant coexistent constamment. Et même si beaucoup de ces réalités peuvent être choquantes, l'Inde est aussi un pays plein de beauté et de lieux qui semblent sortir d'une autre époque. Des régions reculées où les montagnes, les temples et les traditions ont conservé des modes de vie qui n'ont pratiquement pas changé depuis des siècles. L'un de ces endroits se trouve dans les montagnes des Nilgiri Hills, au sud du pays. Un territoire verdoyant et isolé, parsemé de paysages spectaculaires et abritant des communautés tribales aux coutumes uniques, comme le peuple Toda. Chez les Toda, il y a une tradition matrimoniale peu commune, connue sous le nom de mariage collectif. Une forme d'union qui rompt complètement avec l'idée de la monogamie telle qu'elle est comprise dans une grande partie du monde. Ici, une seule femme peut épouser plusieurs hommes, qui sont généralement des frères ou des membres proches de la même famille. Loin d'être une excentricité sans sens, cette pratique répond à des motifs très concrets. Dans une région où la terre est limitée et les ressources rares, le partage d'une seule épouse évitait de diviser les propriétés familiales et contribuait à maintenir la stabilité économique du groupe. Moins d'héritiers, moins de conflits, plus de survie. Dans ce système, la femme joue un rôle central. Elle n'est pas un personnage secondaire, mais le pilier qui maintient l'unité du groupe familial. Les enfants nés de ce mariage appartiennent à la famille dans son ensemble, et la responsabilité de s'occuper d'eux est partagée entre tous les maris. Le mariage est officialisé par des rituels traditionnels qui renforcent l'idée d'union et d'équilibre entre tous les membres du groupe. Il ne s'agit pas seulement de cohabitation, mais aussi de créer un lien reconnu, accepté et respecté au sein de la communauté. Ce type de mariage n'est pas majoritaire dans l'Inde actuelle, mais il continue d'exister comme un rappel de la mesure dans laquelle ce pays est capable d'apporter des réponses radicalement différentes aux mêmes problèmes universels: l'amour, la famille et la survie. Une survie qui marque le quotidien dans ce pays et qui explique pourquoi l'Inde peut être considérée à la fois comme l'un des pays les plus pauvres et aussi comme l'un des plus riches de la planète. Car même si de nombreuses images associées à l'Inde évoquent la pénurie, le pays cache une richesse difficile à imaginer de l'extérieur. Une richesse qui ne se montre pas toujours, mais qui est là, concentrée, protégée et, dans de nombreux cas, séparée du reste de la population par des murs invisibles. Peu de gens savent que l'Inde est l'un des plus grands détenteurs d'or au monde. Pas seulement dans les réserves de l'État, mais aussi dans les mains privées. L'or fait partie de la vie quotidienne, surtout lors des mariages, où même les familles modestes s'endettent pendant des décennies pour organiser des cérémonies qui peuvent durer plusieurs jours et exhiber des bijoux qui valent de véritables fortunes. Il y a des mariages où l'on dépense des sommes difficiles à comprendre. Dans des villes comme Mumbai,
On construit des gratte-ciel où vit une seule famille, avec des dizaines, voire des centaines d'employés. Cuisiniers, chauffeurs, sécurité permanente. De véritables palais verticaux au milieu du chaos. Et à quelques mètres, des familles entières dorment sur du carton. Sans eau, sans toilette, sans espace. Dans des quartiers connus sous le nom de bidonvilles. Des endroits où on va bientôt entrer. Et si le luxe moderne s'élève sous la forme de gratte-ciel privés en Inde, le luxe ancien survit au Rajasthan. Un état aux déserts infinis, aux forteresses et aux palais millénaires qui semblent tout droit sortis d'un conte. Une richesse d'une autre époque, construite en pierre et en sable, qui contraste avec l'acier et le verre des grandes villes actuelles. Mais cette richesse n'est pas répartie. Elle est concentrée. Deux mondes, dans un même pays. Pour un observateur extérieur, cette démonstration de richesse peut sembler exagérée et choquante. Mais en Inde, l'ostentation est souvent une réponse directe à l'histoire, au système social et à la peur de perdre son statut. Pendant des siècles, votre place était déterminée par votre caste. Afficher sa richesse n'était pas un luxe, c'était une protection. C'était dire, je ne tomberai pas plus bas. L'Inde est également riche en quelque chose qui fait bouger le monde actuel. L'énergie et la technologie. Des matériaux essentiels pour les batteries, les téléphones portables et les voitures électriques. Et ici, la voiture électrique n'est pas une mode, c'est une nécessité. Dans les villes où la circulation est constante et où l'air est irrespirable, continuer ainsi n'est pas une option. Sur les routes, cohabitent voitures, motos, rickshaws, piétons et même des vaches. Les klaxons ne retentissent pas par colère. Ils retentissent pour survivre. Un conducteur de rickshaw peut klaxonner plus de 150 fois par jour. Et même si cela semble être le chaos absolu, ce bruit fait partie du système. Face à cette pression, l'Inde développe des réserves de lithium et fabrique ses propres véhicules électriques. Pas pour frimer, mais pour respirer. En plus, le pays lance des satellites dans l'espace. Oui, derrière la poussière et le bruit, il y a une élite technologique capable de rivaliser avec les puissances mondiales. Mais comme presque tout ici, cette richesse ne profite pas à tout le monde. En effet, il suffit de marcher quelques mètres dans n'importe quel coin du pays pour que cette image s'effondre complètement. L'exemple parfait se trouve à Agra, l'une des villes les plus célèbres de l'Inde, car elle abrite l'un des monuments les plus majestueux de la planète, le Taj Mahal, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Le Taj Mahal a été construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan en hommage éternel à sa femme décédée, et plus qu'un palais, c'est un tombeau de marbre blanc érigé par amour. Un symbole de richesse impériale et de dévotion absolue qui contraste avec les quartiers modestes qui l'entourent. Ici, comme nulle part ailleurs, le luxe et la pauvreté cohabitent côte à côte. Car tandis que certains vivent dans le luxe, des millions de personnes survivent dans des conditions extrêmes. Des gens qui naissent, vivent et meurent dans la rue. Des familles entières qui dorment sous les ponts, se lavent dans les fontaines publiques et font de n'importe quel coin leur maison. Dans de nombreux quartiers, la rue n'est pas seulement un lieu de passage. C'est à la fois une cuisine, une chambre, une salle de bain et un lieu de travail. Des gens qui se lavent à la vue de tous, qui cuisinent avec ce qu'ils trouvent et qui s'adaptent à un environnement où l'intimité n'existe tout simplement pas. Les slums, les quartiers marginaux, n'apparaissent pas par hasard. Ils se développent autour des grandes villes comme des organismes vivants, collés aux centres économiques où se trouvent les emplois. Ce sont des quartiers informels qui naissent lorsque des millions de personnes arrivent à la recherche d'une opportunité et découvrent qu'il n'y a pas de place pour elles. Avant de découvrir ce qui pourrait être considéré comme le bidonville le plus extrême de la planète, si tout ce que vous voyez vous surprend, soutenez-nous avec un « j'aime ». Cela nous aide à continuer à montrer des réalités que beaucoup préfèrent ne pas montrer. L'un des exemples les plus frappants se trouve à Mumbai, l'ancienne Bombay. C'est l'une des villes les plus riches du pays, et en même temps, l'une des plus chères au monde. Ici, le mètre carré d'un logement peut facilement dépasser les 10 000 €. Un chiffre complètement inaccessible pour quelqu'un qui gagne quelques euros par jour. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens, vivre dans un bidonville n'est pas un choix, mais la seule option possible. Ils ne peuvent pas se permettre de louer une chambre
et encore moins d'acheter une maison. Dormir sous un pont, dans la rue ou dans un campement improvisé devient la seule alternative pour rester près de leur travail. Vu de l'extérieur, ces quartiers peuvent sembler être le chaos total. Mais à l'intérieur, ils fonctionnent comme des petites villes. Il y a des ateliers, des magasins, des écoles improvisées, des réseaux d'aide et une économie parallèle qui permet de faire vivre des centaines de milliers de personnes qui, sinon, seraient complètement exclues. Dans des endroits comme Dharavi, l'un des bidonvilles les plus connus au monde, on recycle, on fabrique, on vend et on produit presque tout. Ce n'est pas seulement de la pauvreté, c'est de la survie organisée. Un système informel qui soutient la ville pendant que celle-ci détourne le regard. Ici, des familles entières vivent dans des espaces minuscules, sans eau courante ni assainissement adéquat, mais avec une structure sociale étonnamment solide. La précarité est extrême, mais la communauté est forte, car il n'y a pas d'autre moyen de résister. C'est l'autre face de la richesse indienne. Alors que certains vivent dans des gratte-ciel avec des centaines d'employés, d'autres construisent leurs maisons avec ce qu'ils trouvent, à quelques kilomètres de là. Deux mondes séparés par des murs invisibles, mais dépendant l'un de l'autre. C'est dans ce contexte que la cuisine de rue prend tout son sens. Pas comme une expérience gastronomique, mais comme une nécessité. Des plats bon marché, rapides, préparés à la vue de tous, conçus pour nourrir des millions de personnes chaque jour. Et nous revenons ici à cette image du début. À ce plat, à ces cheveux qui ont attiré votre attention. Car pour beaucoup de gens qui vivent ainsi, ce n'est pas un détail étrange. Ça fait partie du quotidien. Leur monde ne fonctionne pas selon les mêmes règles que le nôtre, ni avec les mêmes marges de choix. Quand on cuisine dans la rue, sans eau courante, sans cuisine fermée, et avec une pression constante pour produire rapidement et à moindre coût, les conditions ne ressemblent plus à celles que beaucoup connaissent. L'hygiène ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle s'adapte à la survie. Ce même sentiment se retrouve dans le divertissement. Dans certains parcs d'attractions du pays, les structures semblent improvisées. Des moteurs qui vrombissent, des vis apparentes et des opérateurs qui poussent manuellement certaines attractions pour leur donner de l'élan. Dans des endroits comme SL World à Mumbai ou dans de petits parcs locaux répartis dans tout le pays, des milliers de personnes montent chaque jour dans des montagnes russes qui, vues de l'extérieur, rendraient n'importe qui nerveux. Sont-elles dangereuses? Officiellement, elles sont conformes aux normes. Mais les contrôles ne sont pas toujours aussi stricts qu'en Europe ou aux États-Unis. Pourtant, elles fonctionnent. Et elles sont pleines. Car ici, la peur ne pèse pas autant que le besoin de s'amuser et de rester en vie. En Inde, même le divertissement semble défier les règles. Ce qui choque certains est tout à fait normal pour d'autres. Non pas parce qu'ils ne le voient pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas se permettre autre chose. Ici, la priorité n'est pas la perfection, mais d'arriver à demain. Et cette différence, entre ce qui choque et ce qui est accepté, en dit beaucoup plus long sur le monde dans lequel nous vivons que sur l'assiette que vous avez devant vous. Dans cet environnement, il n'est pas rare de voir des enfants travailler dès leur plus jeune âge, aider leur famille, servir de la nourriture ou ramasser des matériaux recyclables. Ce n'est pas une exception, mais une partie de leur quotidien. Après avoir vu comment elle est préparée, oseriez-vous goûter la nourriture vendue dans la rue? Tout cohabite. Le luxe extrême et la misère absolue. L'or et la boue. Les gratte-ciel et les cartons par terre. Et tout ça sans se toucher, comme s'ils appartenaient à des pays différents qui se chevauchent dans le même espace. Ces réalités montrent qu'en Inde, presque tout est possible, mais presque rien n'est confortable. Les transports méritent un chapitre à part. Les bus et les trains ont toujours de la place. Toujours. Même si ça veut dire voyager accroché à la porte ou assis sur le toit. Ici, peu importe que ce soit plein. S'il y a de la place pour un pied, il y a de la place pour une personne. Les files d'attente fonctionnent rarement comme en Occident. Quand le bus arrive, l'ordre disparaît et l'instinct prend le dessus. Et si vous achetez un Deluxe bus, vous découvrirez peut-être que Deluxe n'est que le nom peint sur la carrosserie. C'est ce qui rend l'Inde si fascinante et épuisante à la fois. Un endroit qui peut sembler hostile au premier abord, mais qui, plus on le parcourt, plus il nous oblige à remettre en question nos propres certitudes sur l'ordre, la richesse, la pauvreté
et notre façon de comprendre la vie. Peut-être que la question n'est pas de savoir si ce système est meilleur ou pire que le nôtre, mais plutôt ce que nous sommes prêts à sacrifier pour le confort et pour nous sentir plus humains. Pour toutes ces raisons, ça vaut le coup de se poser une question qui dérange. Est-ce plus sain de vivre dans un monde parfaitement organisé, même si souvent les gens ne comptent pas trop? Ou est-ce plus humain d'accepter le chaos et de s'entraider, quoi qu'il arrive? Après tout ce qu'on a vu, la réponse n'est pas si simple. On aimerait savoir ce que tu en penses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous posez probablement une question. Voyager en Inde, c'est de la folie, ou une chance unique? Parce qu'après tout ce que vous avez vu, ça peut ressembler à un voyage sur une autre planète. Un endroit où l'ordre est différent, où le bruit est constant, et où la réalité vous frappe sans filtre. Et pourtant, il y a quelque chose que presque personne n'imagine. Comme on te le disait, l'Inde est probablement l'un des pays les moins chers au monde pour voyager. Dans de nombreuses villes, tu peux dormir dans un hôtel simple mais propre pour 10 à 20 $ la nuit. Dans les zones plus touristiques comme le Rajasthan ou le Kerala, tu peux trouver des hébergements charmants pour 25 ou 30 $ la nuit. La nourriture vendue dans la rue, si vous osez, peut vous coûter moins d'1 $. Un thali complet dans un resto local peut coûter environ 2 ou 3 $. Même dans des villes comme Mumbai ou Delhi, il est tout à fait possible de bien manger pour moins de 5 $. Se déplacer n'est pas cher non plus. Un trajet en rickshaw peut coûter entre 1 et 3 $. Un train entre deux grandes villes peut coûter moins de 10 $, selon la classe que tu choisis. Et on ne parle pas de trajets courts. Par exemple, tu peux parcourir plus de 800 km entre Delhi, la capitale, et Varanasi, la ville la plus sacrée de l'Inde, pour moins de 10 $ en classe économique. Ou traverser une bonne partie du pays pour un prix qui, dans beaucoup d'endroits du monde, ne suffirait même pas pour un trajet urbain. Voyager en train en Inde, c'est pas juste un moyen de transport. C'est probablement l'une des expériences les plus intenses et authentiques que tu peux vivre dans ce pays. Partager un wagon avec des familles entières, des vendeurs qui traversent les couloirs en proposant de la nourriture chaude, du chai servi dans de petits verres, des conversations improvisées avec des inconnus. Tout ça en traversant des paysages qui changent radicalement en quelques heures. Tu peux te déplacer pratiquement dans tout le pays pour quelques dollars seulement. Des kilomètres et des kilomètres pour le prix d'un repas rapide en Occident. Et c'est là une autre des grandes contradictions de l'Inde. L'un des endroits les plus extrêmes de la planète. Et en même temps, l'un des plus accessibles à parcourir. Mais attention, le bon marché a ses conditions. L'eau du robinet n'est pas potable et la boire peut gâcher votre voyage en quelques heures. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter l'eau du robinet et d'être prudent avec les aliments crus ou mal lavés. L'hygiène n'est ni pire ni meilleure, elle est différente. Elle est adaptée à une réalité où des millions de personnes partagent le même espace chaque jour. Et le véritable impact n'est peut-être pas physique, mais culturel. Le choc mental peut être plus fort que n'importe quelle bactérie. Pour entrer dans le pays, la plupart des voyageurs ont besoin d'un visa électronique. Il se demande en ligne et coûte généralement entre 25 et 40 $, selon la durée et la nationalité. La procédure est simple, mais elle est obligatoire. Et que voir? Le Rajasthan, avec ses palais et ses déserts infinis. Le Kerala dans le sud, avec ses canaux et ses paysages verdoyants. Goa, avec ses plages paradisiaques et son héritage portugais. Varanasi, pour comprendre la mort. Agra, pour voir le Taj Mahal au lever du soleil. L'Inde n'est pas un voyage facile. C'est un voyage intense. Ça peut être épuisant. Ça peut te rendre malade. Ça peut être frustrant. Mais ça peut aussi changer ta façon de voir le monde. Parce qu'ici, tout est plus intense. Plus de bruit, plus de monde, plus de foi, plus de pauvreté, plus de richesse. Et si tu décides de venir, tu comprendras quelque chose qui ne peut pas être expliqué dans une vidéo. Parce que l'Inde ne se visite pas. On la survit, on la subit, on l'admire. Et parfois, on l'aime. Et maintenant, ne partez pas. La vidéo ci-dessous poursuit ce voyage et vous emmènera dans un autre endroit du monde où rien n'est exactement comme il semble. Cliquez et continuez à découvrir la planète avec nous.